Amis, bonjour, bonjour, chers amis. Comme prévu, comme convenu, je suis à vous pour quelques minutes. Alors, comme je l'ai dit dans mon annonce, je voudrais m'adresser au RHDP de façon globale. Cette adresse, elle sera aussi singularisée par rapport à des cadres du RHDP que j'ai cités, Monsieur le ministre Adjoumani, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, et puis le président du Conseil constitutionnel, Kone Mamadou. Alors, je tenais à vous rappeler ces trois éléments. Premièrement, je vais m'adresser de façon globale au RHDP par rapport à son système de fonctionnement, par rapport à son système de gestion des Ivoiriens, par rapport à son système de gestion des ressources de l'État. Ça, parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi nous, aujourd'hui, qui avions été au RHDP ou qui avions été partisans d'Alassane Ouattara, pourquoi aujourd'hui nous sommes opposés au système Ouattara, pourquoi nous sommes opposés au système RHDP. Il faut que les gens le comprennent. Et c'est cela qui justifie la réaction de tout le monde aujourd'hui à l'opposition. Cela est en rapport avec ce que nous allons dire, donner comme réponse au ministre Adjoumani, au Premier ministre Ahmed Bakayoko et au président du Conseil constitutionnel. Il faut que la démarche soit bien comprise, il faut qu'elle soit maîtrisée. Dans un premier temps, je voudrais rappeler aux militants du RHDP, avec à leur tête Alassane Ouattara. Vous vous souvenez de cette vidéo où je lui ai dit, le jour où il se déclare candidat, on va le traiter comme un candidat. On va le traiter comme un adversaire. Il a choisi entre rester un père de la nation, un papa pour nous. Il a choisi entre cette posture et celle de l'adversaire. Et c'est le jeu politique. Moi, je ne fais pas d'injure. Quand moi j'argumente, je ne fais pas d'injure. Je ne fais pas d'injure. Je vais argumenter pour lui montrer, pour lui démontrer qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans le faux. Des gens nous disent souvent, mais vous étiez avec lui, pourquoi aujourd'hui vous parlez? Parce qu'il vous a chassé ou bien parce qu'il vous a arraché la nourriture, c'est pour ça que vous parlez. Mais non, c'est pas ça. Demandez à Alassane Ouattara si un jour il m'a donné 1 franc dans sa vie. Il ne m'a jamais donné 1 franc dans sa vie. Je lui ai rendu régulièrement visite. Je l'ai appelé régulièrement quand on était dans l'opposition. Mais il ne m'a jamais donné 1 franc. Au contraire, c'est moi qui ai contribué à financer sa campagne. Donc, de ce point de vue, Alassane Ouattara, je ne lui dois rien du tout. Ce qui nous liait, il faut que les gens comprennent que ce qui nous liait à Alassane Ouattara, c'était un idéal. On avait cru à l'homme. On avait cru à ses valeurs. On avait cru en sa parole. On avait cru en sa personnalité. C'est ce qui nous liait à lui. Dès lors que nous découvrons qu'il a pu faire le jeu et que entre ce qu'il disait et ce qu'il est, il y a un grand fossé, il est clair que nous désespérons et nous avons décidé de partir, de ne pas l'accompagner sur la voie de la forfaiture. Voilà tout ce qui nous a séparés. J'ai été député pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais contredit un seul projet venant d'Alassane Ouattara. On l'a défendu même quand souvent on n'était pas d'accord. Parce qu'on estimait qu'il allait trouver des voies et moyens pour que tout ce qu'il a promis aux Ivoiriens soit réalisé. La première des choses qu'il a promis aux Ivoiriens qu'il n'a pas pu faire, c'était la réconciliation. Alassane Ouattara lui-même, il est conscient. Il est foncièrement conscient que la Côte d'Ivoire est divisée pendant plus de 20 ans à cause de lui. Il est le seul homme politique qui a fait la guerre à tout le monde. Tous les opposants qui sont là aujourd'hui, chacun réuni, individuellement pris, chacun a une histoire malheureuse avec Alassane Ouattara. Il est le seul homme politique. Deuxièmement, il a promis pendant sa campagne un certain nombre de choses. Par exemple, la réconciliation. C'est à vous aujourd'hui de faire le point. Dites-moi aujourd'hui si on est
aujourd'hui, où on est aujourd'hui les Ivoiriens, est-ce qu'on n'est pas plus divisé aujourd'hui que quand on était sous Gbagbo ou sous Bédié? On est plus divisé à jamais. Et le plus grave même, le Nord même qui était soudé, aujourd'hui là, le Nord est divisé par la faute d'une seule personnalité qu'on appelle Alassane Ouattara. J'ai l'impression que les gens ne prennent pas suffisamment conscience de cela. Et c'est ça, nous on n'a plus suffisamment conscience. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que 10 années presque après, Alassane Ouattara est celui-là qui ne pourra jamais réconcilier les Ivoiriens. Au contraire, s'il reste au pouvoir, il va continuer de nous diviser. Aujourd'hui, c'est le Nord qui est divisé, c'est les Ivoiriens qui sont divisés, mais bientôt, ce sera dans les foyers qu'il va commencer à nous diviser. Bientôt, il va commencer à opposer les papas aux enfants, les mamans à leurs maris, etc., etc. Et si on lui donne, on se trompe pour le laisser violer la Constitution pour s'imposer aux Ivoiriens, il faut s'attendre à ça. Des hommes et leurs femmes vont se quitter, des foyers seront brisés. J'en suis convaincu parce qu'il est sans état d'âme. Ça, au moins, je reconnais ça en lui. Donc, il a échoué la réconciliation. Deuxièmement, ce n'est pas le même Alassane Ouattara qui nous avait promis à l'époque de faire de la Côte d'Ivoire un État démocratique où la liberté d'expression sera totalement consacrée. Et que plus jamais, je me souviens de ce discours, vous l'avez sur les réseaux sociaux, où il promettait aux Ivoiriens à haute voix que plus jamais un Ivoirien ne sera mis en prison pour son opinion. Plus jamais un Ivoirien ne sera condamné parce qu'il n'est pas d'accord avec telle ou telle personne. Ce n'est pas le même Alassane Ouattara qui est là aujourd'hui. Allez vérifier dans les prisons combien de personnes y sont parce qu'ils ont osé contredire Alassane Ouattara. Allez-y vérifier aujourd'hui dans les prisons les députés avec leur immunité parlementaire qui sont chassés hors du pays ou jetés en prison pour leur simple opinion. J'en veux pour preuve mon frère et ami Alain Lobognon pour un simple titre qui est allé en prison. Le même Alain Lobognon avec tous mes frères les Kanigé et autres sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont lu une simple motion. Une motion pour soutenir Guillaume Soro. Pour ça, on les a ramassés, ils sont en prison. Donc, de ce point de vue, la promesse d'Alassane Ouattara en ce qui concerne la liberté d'expression a-t-elle été respectée? Première question. Deuxièmement, le même Alassane Ouattara a promis 1 million d'emplois à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais peut-être qu'il ne le sait pas, je le lui dis et j'informe. Si quelqu'un veut me contredire là-dessus, je vais citer les gens qui ont acheté des concours. Qui ont acheté des concours pour être aujourd'hui fonctionnaires. Et en plus, ils sont pris en otage dans le système RHDP. Là où tu as promis des emplois aux jeunes, là, aujourd'hui, c'est des machettes que tu leur donnes pour aller attaquer. Là où tu as promis la liberté d'expression, c'est des machettes que tu distribues aujourd'hui à la jeunesse pour aller attaquer ceux qui se manifestent librement les mains nues. C'est ça, Alassane Ouattara. 1 million d'emplois, non seulement ça n'a pas été fait, des emplois fictifs ont été créés pour dire on a atteint les 1 million d'emplois. En lieu et place de 1 million d'emplois, c'est les jeunes drogués. Le seul emploi qu'Alassane Ouattara est en train de créer aujourd'hui pour eux, les jeunes drogués, les nyambros, les quoi, c'est à eux aujourd'hui là. On les appelle, on leur met des cagoules, on leur donne des machettes pour aller découper les Ivoiriens. C'est ça la création d'emplois? Est-ce que c'est ça la création d'emplois? C'est ce qu'il nous avait promis. Je vais vous revenir sur une autre promesse de campagne. Ce n'est pas le même Alassane Ouattara et tout ce que je dis, ça y est là, les supports vidéo aujourd'hui existent. Le même Ouattara s'est assis à la télévision, je crois sur quelle chaîne, Vox Africa ou quoi, pour dire dès son élection, le lendemain, il fait le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Nous sommes à 9 ans. Où en sommes-nous? 9 ans après, où en sommes-nous? Le transfert est en cours. Et il veut encore qu'on lui donne encore 10 autres années. Je dis, je répète devant les Ivoiriens, il ne faut pas se tromper. Arrêtons de rêver. Ceux qui dorment là, réveillons-nous. Ceux qui sont assis, levez-vous. Ceux qui sont arrêtés, commençons à marcher. Marchons pour empêcher qu'Alassane Ouattara prenne ce pouvoir encore. Parce que ce qu'il a promis cette fois-ci, il n'est pas là pour faire un troisième mandat. Hein. C'est un abus de langage. Je propose aujourd'hui que les Ivoiriens refusent le terme troisième mandat. Alassane Ouattara veut mourir au pouvoir. Il a dit, il veut mourir au pouvoir. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas une affaire de troisième mandat. Hein.
Je ne suis pas dans... Vous ne me verrez jamais en train de dire troisième mandat. Alassane Ouattara avait violé la Constitution pour rester éternellement au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il faut que les Ivoiriens retiennent. Est-ce que c'est ce qu'il nous avait dit? Je me souviens quand il a soulevé ses deux mains. Donnez-moi 5 ans pour transformer les Ivoiriens. Aujourd'hui, donnez-moi toute ma vie. Tant que je ne mets pas, personne ne vient au pouvoir. Est-ce que c'est ce qu'il nous avait promis? Il a promis, il a demandé 5 ans, on lui a donné 10. En lieu et place, les 10 ans ne suffisent plus. Maintenant, il veut mourir au pouvoir. C'est ça qui... Voilà, il faut que les gens comprennent les contradictions qu'Alassane Ouattara, dans lesquelles Alassane Ouattara nous a mis, qui fait qu'aujourd'hui, on est remonté, on n'est pas d'accord avec lui. Moi, je l'aime bien. Il sait dire que je l'aime bien. Il sait que je l'aime bien. Mais j'ai arrêté de l'appeler papa parce qu'il est devenu un adversaire. Le jour où il sort de cette posture, je serai son fils. Alors, comment vous voulez qu'on continue avec quelqu'un qui se fout de tout le monde de cette façon? À la limite, tu peux faire une promesse à un enfant et puis ne pas pouvoir réaliser. Mais au moins, explique-lui pourquoi tu n'as pas pu réaliser. C'est pas le même Alassane Ouattara, lors d'une interview à la télévision, qui disait, face à une question qu'on lui avait posée, que son parti regorge de plusieurs cadres, jeunes cadres, bien formés, capables de faire la relève. C'est pas le même Alassane Ouattara aujourd'hui qui s'assoit pour dire oui, au RHDP, il n'y a pas quelqu'un à part lui. C'est pas le même Alassane Ouattara. C'est pas le même Alassane Ouattara. D'accord, souvenez-vous. Je vous rappelle aussi, Alassane Ouattara, il a promis, non? Quand il était à San Pedro, il a promis des milliards d'investissements dans chaque région. Faisons le point. Chaque région n'a qu'à faire le point. Mais principalement San Pedro. C'est à vous là-bas qu'il a dit qu'il allait faire le chemin de fer, passant par Ma, Touba, Tengrela, jusqu'au Mali, je n'en sais rien. Où en sommes-nous avec ce projet? Quand vous dites que son bilan est fort, là, où en sommes-nous avec ce projet? Du flafla. Alors, vous voulez qu'on continue de suivre quelqu'un comme ça? C'est pas le même Alassane Ouattara qui a promis l'émergence aux Ivoiriens. Est-ce qu'aujourd'hui on en parle encore? Est-ce qu'il parle encore d'émergence? L'émergence, c'était un verbe, loin d'être une réalité. C'est ça, vous voulez qu'on fasse le bilan, on fera le bilan. Il faut que vous sachiez pourquoi on n'est plus prêt à soutenir Alassane Ouattara et pourquoi les Ivoiriens ne doivent plus accepter que ce monsieur soit à la tête de ce pays. Le même Alassane Ouattara avait souhaité, il avait annoncé aux Ivoiriens dans son programme qu'il allait soigner les Ivoiriens gratuitement. L'école allait être gratuite. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'école est-elle gratuite? Vous qui vous ramassez pour aller remplir le stade là, quand on vous donne les 2000, les 5000, vous partez vous asseoir pour lui faire plaisir là. Vous qui le faites là, à quel niveau on est aujourd'hui? La gratuité de l'école. Sous Gbagbo Laurent, combien vous payez pour envoyer vos enfants à l'école? Sous Henri Konan Bédié, combien vous payez pour envoyer vos enfants à l'école? Aujourd'hui, vous payez combien pour envoyer vos enfants à l'école? Aujourd'hui, vous êtes obligé d'inscrire vos enfants en ligne. Après, vous partez à l'école encore, payer de l'argent. C'est vous-même qui connaissez les montants. Je ne vais pas m'aventurer dans les montants parce que les montants diffèrent d'une école, d'un établissement à un autre. Donc, je ne rentre pas dans ces éléments détaillés là. Mais c'est à vous-même, chacun de vous, de faire le bilan. Sous Henri Konan Bédié, à combien vous envoyez vos enfants à l'école? Sous Gbagbo Laurent, à combien vous envoyez vos enfants à l'école? Et sous Alassane Ouattara, à combien vous envoyez vos enfants à l'école? Les 10 universités qu'il a promises, ça y est où? Les 10 universités, à supposer même qu'il ait eu le courage de construire une seule université par an. Les 10 années, ça nous faisait au moins minimum 9 universités. Mais nous sommes à combien? Il s'est contenté d'aller peindre les bâtiments que vous faut à construire. Et puis il dit oui, j'ai refait l'université. Voilà la réalité. L'école gratuite est où? Si ça n'a pas doublé, ça a au moins triplé le coût de l'école aujourd'hui. Alors, c'est un monsieur comme ça, vous voulez qu'on se mette à le suivre comme ça, comme des moutons? Tu peux te considérer mouton, mais pourquoi tu veux que moi je me considère comme un mouton? Pourquoi? Que je n'ai pas le sens de la critique aussi. Il y a un moment où il faut se taire, il y a un moment où il faut parler. Je vais vous dire, de tous les présidents qui sont passés à la tête de Côte d'Ivoire, retenez-le. Attendez, je vais bien essuyer mon front d'abord. Pour moi, et puis pour Kone Mamadou, là, c'est différent, hein, pour moi, là. Je suis inspiré, c'est pour ça que je transpire. Pour lui, là, c'est la truie qui a fait qu'il cherchait l'eau à boire, et puis il essuyait son visage. Je vais arriver à lui tout à l'heure. Mais je vais vous dire une chose. Alassane Ouattara est le président le plus mauvais, le plus nul qui a existé depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le mot n'est pas fort, hein, je vous le dis.
Et je vais vous démontrer pourquoi c'est le président qui n'a plus rien foutu à la Côte d'Ivoire. Prenez le budget de fonctionnement du président Alassane Ouattara. Prenez le premier élément, le premier indice qui vous permet de mesurer ce que j'ai dit. Le premier indice, c'est que le budget que Alassane Ouattara a aujourd'hui, vous prenez le budget d'Henri Konan Bédié, vous comparez, vous verrez la différence. Vous prenez le budget de Laurent Gbagbo, vous comparez avec celui d'Alassane Ouattara, vous verrez la différence. C'est en tant que député, je vous parle, puisque j'ai travaillé sur les chiffres, comment on appelle, les ressources de l'État pendant 5 ans. Prenez aussi, ça c'est un premier indice qui vous permet de mesurer la chose, l'importance du sujet que je suis en train de débattre avec vous. Le deuxième élément, Alassane Ouattara est le seul président qui a gouverné pendant 10 ans presque sans opposant. Il n'a pas eu un seul opposant. Oufo-Boigny sous Oufo-Boigny, il y a eu des opposants. Le dernier que nous, notre génération, nous avons connu, s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo l'a critiqué sa gestion, tout. Donc Oufo a eu un opposant. Oufo est parti, Bédié a pris le pouvoir. Bédié a eu des opposants, y compris Alassane Ouattara lui-même qui était opposant. Laurent Gbagbo, toute la classe, les Francis Vaudieu, tout le monde, on a critiqué Bédié. On allait même jusqu'à faire le pire. Les Ivoiriens, on allait faire coup d'état contre lui. Lui, il a eu cette chance d'avoir des opposants. Si vous pouvez appeler ça malchance. Parce que l'opposition, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer et de proposer. Et ils ont eu la chance d'avoir des opposants qui leur proposaient. Et ils en prenaient en compte. Bédié est parti. Quand Gbagbo est venu, Gbagbo a eu des opposants. Non seulement il a eu Ouattara même comme opposant, il a eu Bédié comme opposant, il a eu tout le monde comme opposant, mais puis Gbagbo a eu une rébellion sur sa tête, une guerre sur sa tête. À peine il a pris le pouvoir, 2 ans qu'on lui a imposé une guerre. On lui a amputé 60% du territoire national. Il est privé des ressources de cette zone. Il a été privé des ressources. Il a été privé de tous les revenus financiers, recettes douanières, impositions, revenus sur les produits agricoles, etc., etc. Gbagbo a été privé de cette zone-là, des ressources de cette zone-là pendant 10 ans. Et pourtant, Gbagbo arrivait à payer les Ivoiriens, il arrivait à faire face aux fonctionnaires qui au départ n'étaient pas là-bas dans ces zones-là, mais après qu'ils sont repartis. Mais il a réussi à les payer. Il y en a même qui étaient là, assis ici, dans sa zone ici, qui ne travaillaient pas, mais qui étaient payés. Il n'a jamais coupé le salaire des gens. Il a payé régulièrement le salaire de tout le monde. Avec 40% du territoire. Vous osez comparer celui-là à Alassane Ouattara, qui lui a eu toutes les ressources du pays, qui a travaillé sans opposition, parce qu'il a fait des petits ronds-points là, des petits passages de ponts là. On dit non, il a trop travaillé. Il a travaillé où? Parce qu'il a versé du goudron biodégradable sur l'ancien goudron du Oufo-Boigny là. On dit non, il a trop travaillé. La recette que lui, il a eu là, les moyens dont il a disposé pour pouvoir faire ce travail-là, donnez-les à Konaté Zié. Moi-même, je vais réussir. Les prouesses, je vais faire mieux que lui. Vous dites c'est le meilleur. Je vais vous rappeler que vous vous souvenez même pas que Alassane Ouattara vous a dit quelque chose. Les Ivoiriens sont passés dessus. Mais moi, je vais vous rappeler ça. Alassane Ouattara vous a dit qu'il était prêt à laisser le pouvoir et aller se consacrer à la gestion de sa fondation Alassane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Cette fondation-là, il a eu les moyens où pour l'installer. Cette fondation Alassane Dramane Ouattara là, il a eu les moyens où pour l'installer. Parce que quand il venait au pouvoir, il n'avait pas de fondation Alassane Dramane Ouattara. Son épouse avait une ONG qu'on appelle Children of Africa, mais lui, il n'avait pas de fondation Alassane Dramane Ouattara. Allez vérifier, je vous dirai plus tard le montant des milliers de milliards qu'il a mis dans le compte de cette fondation. Et puis la mission principale de cette fondation. Rehaussez bien les épaules, je vais vous dire. Il dit la mission principale de cette fondation, c'est la lutte contre la pauvreté. Oh, oh, ça fait rire. Ça fait tellement rire. Nous, notre pays là, nous sommes parmi les 5 derniers pays du monde
en matière de pauvreté, la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays, les 5 derniers pays du monde. Je ne suis pas économiste, je ne maîtrise pas bien le chiffre, mais ça existe. Nous sommes parmi les 5 derniers pays du monde. Ça veut dire que dans une classe, là, quand tu es parmi les 5 derniers là, bon, peut-être que tu n'es pas nul, mais tu n'es pas le meilleur. Alors que lui, il crée une fondation mondiale de lutte contre la pauvreté, avec plusieurs centaines de milliers de milliards dans ce compte. Et les Ivoiriens aujourd'hui sont dans la pauvreté. Ah, c'est à vous, ils s'assoient à la télévision ou bien dans les forums pour dire oui, les Ivoiriens sont riches. C'est à vous de savoir si vous êtes riche. Si vous êtes riche, on a besoin de vous donner 2000 francs, 5000 francs pour aller vous ramasser de gré ou de force pour aller remplir le stade. Si quelqu'un est riche là, quelqu'un a du boulot là, il a le temps de prendre 5000 francs pour aller s'asseoir sur un stade. Il a aujourd'hui cet argent pour lutter contre la pauvreté, alors que tu es au pouvoir pour lutter contre la même pauvreté. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ou bien cet argent-là est prévu pour lutter contre la pauvreté dans quel autre pays? Est-ce en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Les Ivoiriens ne se posent pas beaucoup de questions. Il a créé cette fondation de lutte contre la pauvreté-là. Pauvreté dans quel pays? Bon, comme il était président pendant 10 ans, pourquoi, quand il a la solution pour lutter contre la pauvreté, pourquoi il n'a pas pu lutter contre cette pauvreté-là dans notre pays? Et aujourd'hui, il a réussi tous ceux qui lui ont fait confiance. Tous ceux qui lui faisaient confiance, il a réussi à les avoir tous sur son dos. C'est maintenant, il veut prendre nos parents Djoula là en otage pour dire c'est pour vous que je travaille, c'est pour vous que je fais ceci. Ils veulent m'arracher le pouvoir parce que je suis. C'est ce qu'ils disent dans l'ombre. Comme nous, on est du même groupe Djoula. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a fait plus du mal au cadre du Nord que tout autre régime qui est passé. Je ne vais même pas rentrer dans ce bilan, vous le savez. Nous sommes des exemples. Qui d'autre a fait ça, comme lui, à l'époque? Qui d'autre aurait pu faire ça? Vous vous imaginez qu'Henri Konan Bédié, à l'époque, là, pouvait attraper des cadres députés, des cadres Djoula, nordistes, quoi, les jeter en prison? Vous vous imaginez ça? Ou bien que Gbagbo Laurent allait le faire? Il n'a même pas fait que, déjà, à cause de ce qui nous a opposé là, on a pris une fusil contre lui. Imaginez s'il prenait les députés du Nord, il les jetait en prison. Voilà aujourd'hui l'un de vos fils les plus illustres, Guillaume Soro, qui est en exil. Et il jure qu'il n'acceptera jamais. La même communauté internationale qui a contribué à le mettre, qui l'a imposé pratiquement aux Ivoiriens. Cette même communauté aujourd'hui, il refuse de tout entendre. Personne ne peut lui parler parce qu'il est devenu Dieu. Personne ne peut lui donner conseil. Il ne veut pas de pardon. Il ne veut écouter personne. C'est-à-dire que quand lui s'est couché là, ce qu'il pense dans sa tête là, c'est ce que les gens doivent faire. Quand tu ne le fais pas, tu vas en prison ou bien tu meurs. Ceux qui cherchent à savoir pourquoi nous on a quitté là, voilà les raisons qu'ils sont en train de vous donner. Voilà les raisons. Si vous ne savez pas pourquoi hier on l'a aimé et aujourd'hui on est remonté contre lui, c'est ce comportement là qu'il a là. C'est ça. Sinon s'il change aujourd'hui, on n'a pas de problème de personne avec lui. Est-ce qu'on mange chez lui? Il était opposant, on a mangé chez lui. Il est au pouvoir, est-ce qu'on mange chez lui? Aujourd'hui ils sont forts, ils sont forts. Vous clamez partout que vous êtes forts. Mais c'est facile de dire on est fort quand on a le pouvoir de l'État. C'est facile. Et c'est en cela que je m'avais répondre. Mais avant de répondre, de parler à l'individu Adjoumani, je vais finir par cette phrase. Et j'ai été inspiré par des versets bibliques et coraniques, auxquels j'ai ajouté le sermon de l'imam Diakité, mon oncle. L'imam Diakité, qui a prôné les vertus du Coran et de la Bible ce jour-là, qui disait qu'il faut être humble. Il faut savoir disposer des ressources de l'État. Pour éviter la colère de Dieu, il faut savoir être juste envers le peuple à qui Dieu vous a confié. Je résume, hein. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui Alassane Ouattara est juste? Après, vous dites, quand on lui dit la vérité, il y en a qui disent, oui, tu l'as insulté, tu l'as insulté. Si vous êtes incapable de lui dire la vérité qui peut l'aider demain, laissez-nous lui dire la vérité. Mais à vous de prendre ça comme injure. Nous, on n'est pas maudits pour insulter des vieillards. Non. Nous, on n'est pas maudits comme Adjoumani pour insulter des vieillards. Non. Nous, on ne le fera pas. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on dira, son bilan est nul. Son bilan est nul. Son bilan est nul. Dites-moi, Alassane Ouattara, que nous, on traitait de riches
Il est riche, il a tout, il a des bateaux, il a des avions, il est intellectuel, il est américanisé. C'est un homme, un blanc à la peau noire. Tout là. Dites-moi, Alassane Ouattara, pour vous, nos parents du là, Alassane Ouattara a creusé un seul puits dans quel village en Côte d'Ivoire avant d'arriver au pouvoir? Dites-moi dans quel village il a construit une seule école avec son argent avant d'arriver au pouvoir? Dites-moi, il a soigné quel Ivoirien avec ses propres fonds avant d'arriver au pouvoir? Aujourd'hui, vous dites oui, c'est le bâtisseur. Il est bâtisseur de quoi? Si on lui donne l'argent de tout le pays, c'est normal qu'il réalise ce qu'il doit réaliser. Vous voulez me faire croire que c'est le meilleur bâtisseur. Il est le meilleur bâtisseur, quoi. Moi, Konaté, je te me donne les mêmes moyens là. Je vais faire mieux que lui. Et je vais vous dire pourquoi il ne fait rien. Et il s'en fout des Ivoiriens. Je vais vous dire pourquoi il refuse tout le pardon de la communauté internationale qu'il a installé. Tout le monde lui demande pardon, il refuse. Je vais vous dire le secret. Et je l'ai découvert en 2014. C'est quand je suis allé voir la résidence qu'Alassane Ouattara est en train de construire, était en train de construire à Mougin. Après, il va nous dire, comme lui, il est prêt à demander aux gens de justifier leur gestion là. Il va nous dire un jour où il a enlevé l'argent pour refaire sa résidence de Mougin là. Il va nous dire où il a enlevé l'argent. C'est pour ça qu'il ne veut pas laisser le pouvoir là. Il va nous dire où il a eu l'argent pour construire cette résidence. Depuis que je l'ai vu en train de faire ce travail de résidence là-bas, l'une des plus grandes résidences en Europe, j'ai compris qu'Alassane Ouattara va mettre la Côte d'Ivoire dans la merde. Parce que pour lui, quand il va mettre le feu, il va prendre la route, il va aller se coucher là-bas. Je vais vous dire, tout président désormais en Côte d'Ivoire ici, je n'ai pas dit d'avoir un abri. Tu peux avoir un appart, une petite résidence, ne serait-ce que quand tu vas pour ne pas dormir à l'hôtel, avoir un petit abri. Mais résidence comme pour Alassane Ouattara là, dès qu'un président, un homme politique commence à construire ça chez lui, en France, ça veut dire que il est prêt à faire du n'importe quoi dans son pays parce que si ça se gâte, il va s'asseoir là-bas. C'est ça qui est la réalité. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, hop, Alassane Ouattara nous réserve l'enfer. C'est pour ça aujourd'hui quand on lui parle, non, il refuse tout. L'imam Diakité, je te demande, tonton, parce que tu es Peul, ma mère est Peul, je te demande d'aller vers lui, lui répéter ton sermon de la dernière fois. Dis-lui que l'orgueil a pour mère le manque d'humilité. Quand on n'est pas humble, on devient orgueilleux. Quand on n'est pas orgueilleux, on devient fier. Et quand on est fier, on pose des actes sataniques. Que Dieu nous en garde. Et Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas humbles avec le pouvoir. Parce que ce n'est qu'une infime partie de son pouvoir qu'il te donne. Et quand tu l'utilises inutilement contre les citoyens, la colère de Dieu s'abat sur toi. Et l'imam Diakité nous a dit ce jour-là, les soldats de Dieu, on ne les voit pas. Oui, lui, il peut encagouler les gens, aller enlever les gens. C'est ça sa démocratie. Il peut donner de la drogue, distribuer des machettes, des pistolets aux gens pour aller agresser tel ou tel opposant, tel qu'il est en train de le planifier aujourd'hui. Il peut le faire. Parce que c'est ça que lui là. Mais Dieu ne fait pas ça. Les soldats de Dieu sont invisibles. Ils peuvent réagir par la mort. En te prenant, en un seul coup, ton âme s'arrête. Un coup. Ce sont ces soldats, ils viennent. Et on ne les voit pas venir aussi. Pour dire, on va leur barrer la route. Tu peux piquer une maladie qui te rend invalide. Tu peux tomber malade, tu peux mourir. Dieu même peut venir nettoyer ton entourage par colère pour toi, pour te montrer ce qu'il va te faire. Tout ça, c'est les soldats de Dieu qui agissent de cette façon. Malheureusement, quand on manque d'humilité, eh bien, tout ça, on s'en fout de ça. Sinon, comment un homme peut dire non à tout le monde? Non, non à tous les nationaux, non à la communauté internationale. Et puis tu comptes sur quoi? Et quand je vois ça, et puis je vois des gens comme les Adjoumani, et je m'en vais vous parler d'Adjoumani maintenant, qui soutiennent de tels projets, et qui condamnent d'autres Ivoiriens pour ne pas soutenir ce projet. Mais Adjoumani, tu traites Guillaume Soro de petit bandit. Hey! Adjoumani, tu es rassasié, hein? Quand on te voit même, on sent que tu es rassasié. La nourriture, ça rend bête, hein? Quand tu manges bête, là, tu deviens bête. Sinon, tu ne peux pas dire ça à Guillaume Soro. Tu te souviens quand tu as eu maille à partir à Laurent Gbagbo? Tu te souviens? Quand on t'a propre là, c'est au Golf Hotel là, derrière le petit bandit là, tu es parti dormir, qui t'a protégé et mieux, qui est venu demander pardon à Gbagbo. Gbagbo est vivant, Guillaume Soro est
vivant pour qu'il te laisse. Le PDCI peut témoigner. Aujourd'hui, c'est lui que tu traites de bandit. Bon, de toi et puis Guillaume Soro, qui est le plus bandit? C'est toi. Tu ne respectes pas ta fonction en tant que ministre. Parce que quand on dit, on te voit à Djoumani là, quand on dit ministre à Djoumani, il faut respecter au moins la fonction de ministre. C'est toi qui profanes les églises. Ça, c'est le comportement d'un drogué et d'un brigand. Ça, c'est pas ça le rôle d'un ministre. Toi, tu peux traiter quelqu'un de bandit dans ce pays. Quand tu as fini de prendre ta drogue, tu vas t'asseoir à l'église pour raconter n'importe quoi. C'est ça la politique. Ou bien tu veux réinventer le monde. Tu attaques la communauté internationale parce qu'elle te demande de faire la paix avec les citoyens ivoiriens. C'est ça, être un bon ministre? Mais attends. Tu es ingrat depuis longtemps, on le sait, mais il faut aller doucement. Ou bien quand on a géré les animaux, là, on finit par devenir animal. Quand tu as été ministre des animaux pendant plusieurs années, là, est-ce que tu as oublié de prendre le comportement des animaux? Tu viens désacraliser les fonctions. Guillaume Soro a été le numéro 2 de ce pays. Il a été premier ministre de ce pays. Il a été président de l'Assemblée nationale de ce pays. Si tu lui manques de respect, nous, on va te manquer de respect terriblement. On va te manquer de respect terriblement. Tu es impoli, tu es mal éduqué. Sinon, si tu avais une bonne base d'éducation, là, tu ne peux pas parler comme ça. Bon, je te fais cadeau parce que comme tu es à Bron là-bas, bon, il y a une alliance entre nous, donc pour ça, là, en tant que Sénoufo, je te concède ça. Mais ça, c'est pas l'éducation d'un Abron que tu as. Hein. Tu jettes la honte sur le peuple Abron. Tu jettes la honte sur le peuple Abron. Qu'est-ce que tu y gagneras? Mais il va te dire, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Il faut bien remarquer, hein. Alassane Ouattara dit, le RHDP a dit, c'est que tu ne sais pas, il faut demander à des cadres du RHDP. Ce qui passe comme message dans la communauté Gulala, ils disent non, il faut que le pouvoir reste au nord, il faut que le nord, il faut que le nord, il faut que le nord. Toi, tu es du nord. Tu n'es pas du nord. Quand on dit le pouvoir n'a qu'à rester dans la main de Gulala. Toi, tu es Gulala aussi. Mais c'est pour ça, justement, on t'utilise pour faire la sale besogne. Toi, on t'utilise pour faire les injures, pour faire tout ce qui est mauvais. Mais je te rappelle que je connais Alassane Ouattara, hein, un peu. Le jour où ça va se gâter là, il ne va jamais assumer toi tes propos. La preuve, c'est que la dernière fois quand tu étais allé t'asseoir à l'église là, il t'a dit il faut aller t'asseoir là-bas pour aller raconter n'importe quoi. Quand tu as fini de faire ça, quand ils l'ont appelé pour lui demander, il dit non, que tu es un déséquilibré. Que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Il en sera de même le jour où il ne sera pas au pouvoir. Tu vas assumer tout ce que tu es en train de poser comme acte. Faut pas réfléchir, hein. Faut insulter tout le monde. Tu n'es pas le seul au RHDP qui mange, hein. Il y en a qui mangent au RHDP, mais intelligemment. Ils n'insultent pas tout le monde, ils n'attaquent pas tout le monde. Mais toi, tu penses que c'est toi qui mérites Alassane Ouattara plus que tout le monde. Tu dois insulter tout le monde. Tu insultes le président Bédié, tu insultes Gbagbo, tu insultes Soro, tu insultes tout le monde. Tu insultes même maintenant la communauté internationale. Tu insultes la grande église. Tu profanes même l'église catholique. Diante. Avec ça, tu dis, je suis chrétien. C'est ça que tu appelles chrétien? Va chercher le sens du vrai chrétien. Oh, alors quand les gens prêchent à l'église, tu n'écoutes pas alors. Tu n'écoutes pas. C'est pas ça le vrai chrétien. Tu avais la possibilité en tant que ministre d'appeler l'évêque en question, de lui parler, d'aller vers lui, de lui parler à huis clos. Est-ce que tu avais besoin d'aller t'asseoir comme ça, si ce n'est pas un homme maudit là, aller s'asseoir comme ça sur la place publique pour attaquer l'église et puis dire oui que tu es dans ton droit? Aujourd'hui, toi, tu es ministre dans le gouvernement, si on ne te donne même pas l'argent, tu ne manges même pas. Jusqu'à toi, oui, tu as applaudi pour Marassa, qui est un homme d'affaires. Tu joues les bouffons derrière Marassa. Tu deviens chanteur parce que Marassa te donne les 10 millions, les petits 20 millions. Pour ça, tu chantes le nom de Marassa. Regarde comment tu es battu, regarde comment tu es tombé. La maladie qui fait que tu prends produit et puis tu deviens clair là. Le jour où tu vas quitter le pouvoir, tu vas redevenir noir ici, on va te regarder. Il faut continuer. Guillaume Soro, ce n'est pas ton camarade. Si tu t'attaques à Guillaume Soro, tu vas nous sentir. Moi, je suis un disciple. Hein. Si tu t'attaques à Guillaume Soro, tu vas me sentir. Tu vas me sentir dans tes nerfs. Bon, continue ton impolitesse, tu auras ma réaction en face de toi. Je vais parler un peu au ministre Ahmed Bakayoko, premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà quelqu'un à qui je ne voudrais jamais répondre. Parce que je l'aime bien. J'aime Ahmed. Et je respecte son amitié profonde avec Guillaume Soro. Jamais je ne vais renier cette amitié. Jamais je vais permettre à Guillaume Soro même d'afficher une haine pour Ahmed Bakayoko. Je ne vais jamais le faire parce que votre parcours est trop solide. Ahmed, il faut réfléchir.
Ahmed, il faut réfléchir. Celui qui t'utilise aujourd'hui, là, il a 78 ans. Toi, tu n'as que 54. Ahmed, il faut faire attention. Le président Gbagbo disait, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Ils sont en train de te pousser à la sale besogne. Tu en as suffisamment fait. Là où tu espérais avoir des retombées, là, tu as vu ce qu'ils ont dit. Tu as vu ce qu'ils sont en train de dire au RHDP. Tu n'es pas celui qu'il faut à la succession d'Alassane Ouattara. Mieux même, tu as sorti une phrase la dernière fois. Tu dis que quand Alassane Ouattara te soulève, tu deviens grand. Quand il quitte en bas de toi, tu deviens petit. Mais justement, c'est pour ça que tu es toujours petit. C'est la preuve qu'il ne t'a jamais soulevé en réalité. Il te donne l'impression de te soulever, mais il ne t'a jamais soulevé en réalité. Donc tu demeures toujours petit, puisque à Bongouanou, il a dit devant tout le monde que tu es un jeune homme, que les Ivoiriens ne te connaissent même pas. Tu as tenté de lui répondre en lui disant que, en recevant les jeunes à Trècheville, en leur disant, on se connaît. Mais vous vous connaissez où? Alassane dit que personne ne te connaît. Toi, tu réponds à Alassane Ouattara que les jeunes et moi, on se connaît. C'est zéro. C'est zéro ce que tu as fait. Ils ne vont jamais te donner cette place. Tu le sais. Tu sais que c'est l'affaire de drogue qui est sur ta tête là. Tu sais que c'est eux qui ont fabriqué ça pour mettre sur ta tête. Tu le sais. C'est une affaire qui va te suivre toute ta vie. Ahmed, fais-toi des amis. Pardon. Fais-toi des amis. Tu es un battant, tu es un combattant. Fais-toi des amis. Ne cherche pas à tuer pour eux. Ahmed, j'ai donné conseil comme ça à Amadou Gon à l'époque. Il ne m'a pas écouté. Au contraire, ils ont planifié ma mort. Je te parle en tant qu'allié, Ahmed. Ahmed, il faut te ressaisir. Mieux même s'ils ne veulent pas là, tu dis, bon, écoute, je ne réponds plus, va t'asseoir à Séguéla. Rends ta démission, va t'asseoir à Séguéla, parce que c'est pas ça là, on appelle un premier ministre. C'est aujourd'hui là, tu vas venir, c'est toi en avoir aussi aujourd'hui pour aller prendre des engagements avec les jeunes. Ça va te suivre, hein. Parce que le vieux là, le jour où ça va là. Toi, Ahmed, tu seras responsable de ces promesses en tant que premier ministre. Tu as promis aux jeunes. Il ne faut pas faire ça. Les ressources de l'État, on les utilise pour le bien public. Pas pour corrompre des jeunes pour la cause d'une candidature. Ces jeunes-là ne peuvent plus vous faire confiance. Vous avez fait trop de promesses. Tout ce que vous leur faites aujourd'hui, c'est de leur donner la drogue et de les machettes. Ce n'est pas pour ça qu'ils vous ont mis au pouvoir depuis 10 ans. Toi, Ahmed, il faut quitter dans ça. Hey! Ou bien tu ne te souviens plus de tous ces petits temps historiques que tu as passé avec Guillaume Soro? Tu ne te souviens plus? Tu es si jeune, même si tu es mon aîné. Tu es si jeune que tu dois, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens ne te font pas confiance. Nous, on a le retour, hein. Les gens ne te font pas confiance, hein. Les gens ne te font pas confiance, hein. Au lieu de travailler dans le sens de la cohésion, la réconciliation des enfants du pays, il ne faut pas suivre leur programme qu'ils sont en train de faire, hein. Moi, je vais te dire, hein, si c'est gâté à Victorio et autres, là, ils s'en vont, hein. C'est toi qui ne vas pas aller quelque part. Même si tu t'en vas là, on a oublié d'aller te chercher. Donc, pardon, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire problème avec Guillaume Soro. Il faut arrêter. Il ne faut pas tomber dans le piège. Ils t'ont déjà prouvé qu'ils n'ont pas besoin de toi. Cette affaire de drogue là, c'est eux qui ont mis ça sur ta tête. Ils nous donnent même des informations sur toi. C'est parce que nous, on se garde de les exploiter. Je te donne l'information. On a beaucoup d'informations sur toi qu'ils nous donnent pour te détruire. Mais comme nous, on sait qu'on n'est pas idiots. On sait qu'Ahmed, là, toi, Ahmed, tu es notre ami, tu es notre frère. Moi, Zé, là, je sais que toi et Guillaume Soro, là, vos liens, là, étaient trop forts. Et je ne t'en veux pas. Je sais que c'est le vieux, là, qui vous a utilisé les uns contre les autres. Donc, pour ça, nous, on dit toujours à Guillaume Soro, pardon, laisse Ahmed. C'est pas de sa faute. Voilà le grand frère Amadou Gon. Montrez-moi la fortune d'Amadou Gon. Il est mort pauvre. Moi, je vous le dis aujourd'hui. C'est mon grand frère. Amadou Gon, là, tout ce qu'il gagnait dedans, là. Même quand on vient le voir avec une enveloppe, il dit non, il faut aller donner la photocopie. Il faut donner à Alassane Ouattara. Non, 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 moi, je suis un travailleur, je travaille. Sa loyauté l'a conduit purement et simplement dans la tombe. Sa famille, elle a demandé leur, quels sont les biens d'Amadou Gon. À part les résidences qu'il a eues, il a eu quoi d'autre? Est-ce que tu le sais, Ahmed? Je ne veux pas perdre Amadou Gon et puis venir toi te perdre, toi, Ahmed Bakayoko. Pardon, il ne faut pas faire. Il faut quitter dans ce discours-là. S'ils ne veulent pas que tu reçoives les jeunes publiquement, trouve un moyen pour les recevoir, parle avec eux. Oui,
La réconciliation, c'est le meilleur schéma pour un premier ministre. Même si on ne te donne pas ton budget de fonctionnement, on t'empêche de nommer des gens. Ahmed, arrange-toi, utilise ce petit pouvoir que tu as là pour t'entendre avec les Ivoiriens, pour te réconcilier avec les Ivoiriens. C'est le meilleur schéma. Ils te combattront, mais c'est le meilleur schéma. Mais même si tu ne suis pas ce schéma, la prochaine fois, je vais t'attaquer. Hein. Je vais t'attaquer. Moi, je te donne conseil parce que je t'aime, tu le sais. Tu vois, tu faisais pour nous là, depuis plus de 20 ans, tu es une référence pour nous. Et je sais que ton amitié avec Guillaume Soro est plus solide. Elle est même secrète et très solide. Il ne faut pas détruire cette relation. Au nom de l'alliance Senufo Koyakala, il ne faut pas détruire ça. Au nom de votre alliance là, il ne faut pas détruire ça. Il ne faut pas détruire ça. Je voudrais m'arrêter là et puis te souhaiter bon vent. Mais sache que ton patron, ton vieux que tu soutiens là, il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais, il fera semblant. Quand c'est le public, moi, Ahmed mon fils, Ahmed mon fils. Il disait qu'il y avait des jeunes qui étaient formés là, qui pouvaient prendre la relève. Aujourd'hui là, il dit il n'y a personne. Eh Ahmed, c'est une injure. Toi Ahmed Bakayoko, tu es quelque part et puis Alassane Ouattara dit il n'y a personne. Coup tout bouillé. Hein? Ah ouais. Bon, toi-même il faut réfléchir comme tu es un grand garçon. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Je vais parler au Premier ministre, au président du Conseil constitutionnel, Kone Mamadou. C'est la plus grande déception des 10 dernières années. Il est la plus grande déception. Et ça, je le dis. Il est la plus grande déception. J'avais tellement de respect pour ce monsieur que je me souviens en 2016, non, 2015 ou 2016, oui, 2016, je suis allé le voir avec des amis, que je vais pas dire leur nom ici, parce qu'on n'est plus du même bord. Nous sommes allés le voir à son bureau pour lui dire, ah, on sent des bruits, on entend des bruits en tant que député, on entend des bruits entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. On entend trop de coups de la part du RHDP. Monsieur le Président, on souhaite que toi, que tous les deux, ils respectent. Parce que ta nature fait que les gens te respectent. Il faut intervenir. On a vu d'autres personnalités, mais on est venu te voir pour que toi, tu interviennes, pour que les choses se calment. Tu nous as dit ce jour-là que la politique ne t'intéresse pas et que vraiment, là où tu es là, vraiment, tu ne veux te mêler à rien du tout, etc., etc., etc. Tu nous as donné une bonne impression ce jour-là. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, toi qui es Senufo, toi qui as travaillé avec Guillaume Soro, toi qui as été secrétaire général, directeur de cabinet de Guillaume Soro dans les forces nouvelles, comment se fait-il qu'aujourd'hui ce soit par toi? Parce qu'il faut suivre le discours du RHDP. Ils disent que ce n'est pas eux qui ont écarté la candidature de Guillaume Soro. Ils disent que c'est le Conseil constitutionnel. Où est la responsabilité historique qui est la vôtre? La responsabilité singulière historique qui est la tienne. Face à l'image que tu as pu te construire durant ta carrière. Cette image-là se décroule face à l'acte que tu viens de poser. En écartant ton propre, j'allais dire fils. Parce que quand je regarde ton fils, qui a vécu avec nous au Golf Hotel, qui a passé tout le temps avec nous, que jusqu'à aujourd'hui on s'appelle, on se parle. J'imagine avec quel visage lui, si jeune, il pourra assumer ton héritage politique. Tu as eu cette chance-là, mais ce n'est pas évident que tes enfants aient le même parcours que toi. Tu aurais dû réfléchir. À la limite, dans l'embarras, tu aurais dû dire, sans démissionner, parce que ce serait une fuite de responsabilité. À la limite, quand on t'a proposé d'éliminer la candidature de Guillaume Soro, tu aurais pu dire, Président, moi je vais couper la poire en deux. C'est vrai que les Ivoiriens ne veulent pas que tu fasses un troisième mandat. Je vais t'autoriser à être candidat. Mais je vais aussi autoriser Guillaume Soro, puisque la communauté internationale nous impose ça. Je vais l'autoriser par deuxièmement, le lien de sang que j'ai avec le jeune frère ne me permet pas de poser un tel acte. Ça va rester historiquement gravé dans la mémoire des Ivoiriens, mais surtout des Ivoiriens du Nord. Et surtout de la communauté Senufo. Tu aurais dû dire ça pour te débarrasser. Mais tu ne l'as pas fait. Pour quel intérêt? Je n'en sais rien. Mais je voudrais te dire que tu as raté le train de l'histoire. Ce qu'on va retenir de toi demain, la nouvelle génération va retenir de toi,
C'est dommage. C'est l'image du juge corrompu. C'est l'image du juge non objectif. Tu as prostitué ainsi la fonction du juge. Tu as souillé l'image du magistrat. Et tu te souviens de ton propre discours où tu as dit que les Ivoiriens ne font plus confiance à la justice ivoirienne. Et toi, tu es venu confirmer la même chose. Tu vois? Et c'est ce que c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Tu vois, c'est des gens qui sont en train de tomber. Ils savent qu'ils vont perdre le pouvoir. Ils savent qu'ils ont perdu l'estime des Ivoiriens. Il ne leur reste que la violence pour s'installer. Il ne leur reste que la violence pour s'installer. Et malheureusement, tu les accompagnes dans ça. Tôt ou tard, tu viendras dire oui, on m'avait obligé. On t'a obligé comment? On t'a pas obligé. On t'a obligé comment? On n'est pas en situation de guerre. Qui va t'obliger? Il faut éviter ça. Tu as mal fait. Il te reste une seule porte de sortie aujourd'hui. La Cour africaine des droits de l'homme vient de prendre une décision qui casse ta décision. Et tu es un juriste. Il ne te reste qu'une seule porte de sortie. C'est te dire, cette Cour ayant cassé la décision, il faut refaire, comme Yao Paul Ndri l'a fait. Il faut le faire. C'est l'histoire, c'est la porte de l'histoire. Si tu as refusé de le faire parce que tu penses qu'Alassane Ouattara va te tuer, alors, malheureusement, le tribunal de l'histoire te jugera. Dieu même te jugera. Parce que tu as choisi. Je vous ai déjà dit, la fonction de magistrat, ce n'est pas tout le monde qui l'exerce. Hein. Moi, mais je suis juriste. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit non, je ne peux pas. Si vous avez choisi de le faire, vous devez faire l'effort d'être juste. Parce que non seulement les hommes vous jugeront sur la base des décisions que vous rendez, mais Dieu vous jugera parce que vous êtes en train d'exercer l'une de ses prérogatives. C'est Dieu seul qui juge l'homme. Mais vous, vous êtes en train de juger Dieu sur terre. Donc, vous êtes devenu Dieu sur terre. Est-ce que tu imagines combien de millions de personnes, quand tu as écarté la candidature de Laurent Gbagbo, celui que la communauté internationale a reconnu comme étant non coupable. La communauté internationale, les juges internationaux, là, ça dit qu'ils sont censés être au-dessus de toutes les magistratures du monde entier. Là. Et ils ont jugé Gbagbo pendant 9 ans, 8 ans, je crois, 8 ans. Et ils ont dit que celui-là, il n'y a rien dans son dossier, on n'a qu'à le laisser rentrer dans son pays. Toi, lui, là, tu l'as écarté. Guillaume Soro, ton fils, ton frère, ton compagnon, ton ancien patron, qui a contribué aussi à te faire monter d'échelon. Ce même Guillaume Soro, là, aujourd'hui, c'est toi qui l'empêches d'être candidat. Parce que le petit Koyara qui est assis là-bas, là, lui, il a retiré le nom de quelqu'un. Cuibière, là. Parce que lui, il a retiré le nom de Guillaume Soro. Sur la base de 20 ans qu'on a donné à Guillaume Soro. Vous êtes sûr que vous, là, le jour où vous quittez le pouvoir et puis on vous dit, venez rendre compte de vos biens, on va auditer sur l'origine de vos biens, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Est-ce que tu as posé la question de savoir si Alassane Ouattara, là, sa résidence de Blocos, avec quels moyens on a réhabilité sa résidence de Blocos? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir avec quel argent il a réhabilité sa maison de Mougien? Tu as posé cette question? Est-ce que tu as posé la question de savoir avec quel argent, la résidence qu'il occupe actuellement, avec quel argent il a réhabilité ça? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir ce que ses enfants prennent dans les ressources de l'État? Est-ce que tu t'es posé cette question? Tu n'as pas posé toutes ces questions, hein? Tu t'es débarrassé d'une affaire, tu as jeté. Bon, ok. Vous venez ici d'ouvrir, hein? Vous venez d'ouvrir une brèche et on vous demande pardon, vous refusez. On vous demande pardon, vous refusez. Ça veut dire que vous avez choisi la voie du diable. Et toi, tu es venu consacrer ça. C'est ça qui est mon regret. Je connais tous les membres de ta famille. Je connais des proches, je ne vais même pas dire leur nom. Certains de tes proches avec qui tu passes toute la journée, je parle avec eux. Tu imagines l'humiliation que tu vas leur faire subir? Ton fils qui est avec nous au Golf Hotel, tu imagines un peu comment il va nous regarder quand il va marcher? Au-delà de Guillaume Soro aujourd'hui là, tous les pro-Soro là, quand lui il marche et puis il nous raconte dans la rue, tu imagines comment il va dresser son visage? Vas-tu le sortir de sa génération que nous sommes? Vas-tu le sortir de là? Ton petit frère qui est à Boaké, qui est un homme aimable, exemplaire, gentil, qui parle avec tout le monde. Tu imagines la honte que tu viens de mettre sur lui? Même s'ils font l'effort de te soutenir parce que tu es leur frère, leur père.
Mais est-ce que leurs frères, nous autres, avec qui ils ont eu de bons rapports, là, tu imagines comment tu as agi sur ce lien de rapport pour ton intérêt à toi, ou bien pour protéger l'intérêt d'Alassane Ouattara? Moi, je pense que tu as tiré à terre, tu as raté le train de l'histoire. C'est bien dommage. Alors, je vais m'arrêter à ça, ne serait-ce que pour dire aux Ivoiriens, la désobéissance civique est de droit. Et ça, c'est pas nous, c'est pas le président Nicolas Bédier, c'est pas le président Guillaume Soro, c'est pas le président Gbagbo, c'est pas le président Afi, c'est pas... Vraiment, excusez-moi, je vais pas citer tout le monde, Koulibaly Mamadou, toute l'opposition là. Mabri Touakeus, qui est musulman aussi, hein. Quand vous dites que le pouvoir, vous voulez garder ça pour les musulmans là. Mabri là, il n'est pas musulman. Vous l'avez pas chassé aussi. La désobéissance civique que nous avons lancée, puisque j'assume aussi, elle est de droit, puisque l'état de droit n'existe plus. Tu aurais pu couper la poire en deux, en disant, bon, contre nous, hein, bon, écoutez, vous ne voulez pas de la candidature d'Alassane Ouattara, je vous la somme. Alassane Ouattara, vous ne voulez pas de la candidature de Gbagbo, de Soro, de telle personne, nous on l'accepte. Allons-y dans la compétition. Vous aurez été juste. La mesure n'aurait pas été juridiquement fondée, mais au moins socialement, ça aurait contribué à l'apaisement. Tu as choisi ton camp. Le jour ce camp-là tombe, tu t'en vas avec lui et tu assumes les conséquences. Voilà ce que je voulais te dire et te dire merci. Alors, je demande aux Ivoiriens, c'est à nous de prendre notre destin en main. C'est vrai, les mains nues nous allons sortir, ils vont sortir les chars contre nous. Chacun de nous a un frère corps habillé. Chacun de nous a un parent militaire ou gendarme, policier ou etc. Oui, c'est à chacun de nous de faire le travail à son niveau pour lui dire, ressaisissez-vous. Ce qu'on vous demande de faire, vous n'allez pas tuer vos frères. Pour quelqu'un qui est prêt à... L'avion est positionné dans sa cour. Dès que ça pète, il prend l'avion, il a un mougin dans sa résidence. Il a un mougin. Vous allez rester avec nous. Rien ne se cache aujourd'hui, même quand tu tires un pistolet, même un lance-pièce, simplement. J'ai vu des jeunes gens s'asseoir sur l'éléphant Ahmed qui est tombé la dernière fois à Guitry. J'ai vu les images sont venues. Ça veut dire que rien ne se cache aujourd'hui. Dans la forêt là-bas, l'image qui s'est produite là-bas, c'est ressorti sur les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde. Ça veut dire que c'est pas un homme que tu vas tirer. Ça veut dire que tu vas pas tirer sur le visage d'un homme aujourd'hui et puis ça va rester inconnu. Les images vont faire le tour du monde. Rien ne se cache. Savez-vous que désormais on vous regarde? Tous ceux qui vont... Pourquoi si vous, les forces de l'ordre là, si vous n'avez pas peur, pourquoi vous vous mettez souvent en cagoule et puis vous vous mélangez aux brigands qui n'ont pas de matricule, qui n'ont pas de référence? Demain, je vous dis, Alassane Ouattara que je connais, qui dit quelque chose le matin et qui dit le contraire le soir. Demain, quand ça va se gâter, il dira qu'il ne vous a jamais vu. Il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais rencontré. Je le connais. Kone Zakaria nous a dit dans la rébellion là-bas que c'est à cause d'Alassane Ouattara que lui, il a pris les armes, qu'Alassane Ouattara leur donnait 25 millions ou bien 20 millions combien de mois chaque mois. Mais Alassane Ouattara a fait une vidéo, ça existe, pour dire il ne connaît pas Kone Zakaria, il n'a jamais vu. Vous pensez que vous êtes populaire, vous allez ramasser vous obligez les fonctionnaires, les cadres, tout le monde à aller remplir un stade pour vous, pour prouver que vous êtes populaire. Mais qui ne peut pas faire ça? Moi, monsieur, on me donne les ressources de l'État là. C'est facile de dire on est garçon. Argument qui dit oui, c'est ici, ça se passe, il faut venir. Il faut demander à Alassane Ouattara quand il était opposant là. Est-ce que, quand il a lancé le mandat derrière, est-ce qu'il est venu? C'est aujourd'hui, il est fort, hein. Sinon, hier, quand on lui avait lancé le mandat d'arrêt là, il n'est pas venu, hein. C'est aujourd'hui, vous êtes garçon. Hein? Adjumani, comme ça, tu t'arrêtes dans Abidjan là et puis tu dis à quelqu'un, il n'a qu'à venir ici, les garçons. C'est sur les forces de l'ordre que tu comptes. C'est eux qui n'ont pas encore porté l'habit du nationaliste. Quand ils vont privilégier la Côte d'Ivoire à vous, les choses peuvent changer. Mais c'est à eux que nous en voulons. Tout le désordre de là, c'est la justice et les forces de l'ordre. S'ils veulent mettre fin à ça, ils vont mettre fin à ça. Mais comme ils mangent, leurs patrons mangent, beaucoup sont assis, ils regardent. Mais c'est humiliant, c'est honteux. Et ça va agir suffisamment pendant longtemps sur l'économie de notre Côte d'Ivoire, sur le développement de ce pays. Les jeunes, vous à qui on donne les machettes là, le pays là, c'est en train de s'enfoncer et c'est à votre détriment. Prenez les machettes, allez découper vos camarades pour leur faire plaisir. Faites-le. Vous allez voir pour qui le pays fonce. Est-ce que quand il faut ça là, quand ils vous donnent les machettes là, vous voyez leurs enfants avec vous? Non. Ils ne mêlent pas leurs enfants. Alassane Ouattara, on va dire il a 4 enfants. Catherine, Loïc,
et les deux autres là, les deux autres de son épouse là, ce sont ses enfants. Est-ce que vous les voyez habillés en train de marcher? Et ils sont dans les milliards, ils sont dans les marchés des milliards, hein? Et ils manipulent les milliards. Voilà. Il n'y a même pas un de là qui est marié à un Ivoirien même. Aucune de leurs filles n'est mariée à un Ivoirien, aucun de leurs fils n'est marié à une Ivoirienne. Donc le jour où c'est gâté là, ils ont déjà investi dehors. C'est à vous on donne les machettes et la drogue pour aller découper vos propres camarades, vos propres frères, pour le défendre, pour 5 000 ou 10 000 ou 20 000. Et le pays s'enfonce, et ils se sont déjà suffisamment enrichis. La France vient de sortir, il n'y a même pas longtemps, un dossier sur la gestion d'Alassane Ouattara, les milliards qu'il a détournés. Voilà la réalité. Bilan pour bilan, je reviendrai là-dessus. Guillaume Soro n'est pas le camarade de quelqu'un. Si vous voulez parler en termes du Nord, là, ce que Guillaume Soro a fait pour nos parents du Nord, il n'y a pas un cadre du Nord qui l'a fait. Alassane Ouattara ne l'a pas fait quand il était hors du pouvoir, quand il était opposant comme Guillaume Soro. Que Dieu me pardonne. Guillaume Soro, pardonne-moi aussi. Guillaume Soro a construit des églises, des mosquées partout sur toute l'étendue du territoire, y compris au Nord. Avant, il n'est pas encore président. Demandez à Alassane Ouattara s'il a construit un seul puits pour quelqu'un avant d'arriver au pouvoir. S'il a payé vélo même pour donner à un citoyen. Pour vous parler de l'intérêt du Nord. C'est aujourd'hui vous voyez l'intérêt du Nord. Qu'est-ce qui a été fait au Nord qui est différent des autres régions du pays? Parlons de la Côte d'Ivoire. Cette affaire de Nord là, laissons ça. Parce que si on veut parler du Nord là, on va exclure beaucoup d'Ivoiriens. On dit Djoula. Mon grand frère Samba Koulibaly, à qui vous avez arraché la mairie là. Lui, il est bêté. Il a gagné la mairie proprement. Il a été le seul à gagner l'élection à Daloa. Vous lui avez arraché la mairie pour donner à un enfant. L'enfant qui n'a même pas l'âge de son dernier fils. Pour l'humilier. Lui, il est bêté. Et c'est Samba là, parmi vous là, qui est plus musulman que Samba. Mais vous l'avez humilié. Vous continuez d'humilier des gens et puis vous dites oui, c'est pour vous, on se bat. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, moi, je pense qu'il faut que ça s'arrête. C'était aujourd'hui mes propos. Je ne voudrais pas être plus long que ça. Je répondrai bientôt parce que je sais où il va arriver. Je ferai une autre vidéo bientôt sur le bilan. Bilan contre bilan que vous avez dit là. On va sortir les bilans. Cette fois-ci, je reviendrai avec des chiffres. On va calculer les milliards qu'Alassane Ouattara a eu comme argent de poche. Chaque année, plus de 300 et quelques milliards qu'il a eu chaque 12 mois là. On va faire le point. On va faire le point des budgets qu'il nous a fait voter à l'Assemblée nationale pendant 9 ans là. On va faire le budget et puis on va évaluer les réalisations qu'il a faites pour que vous voyez ce qui s'est passé. Là, vous allez savoir s'il a travaillé pour vous ou pas. Des gens qui imaginent que vous n'avez rien, c'est vous qui dites là-bas, ouais, le pays est développé. Le pays est développé comme ça. Allez regarder le rang de développement de la Côte d'Ivoire au plan mondial. Vous allez voir, il est parmi les 5 derniers pays du monde. Je m'arrête à ça. C'était le disciple, je vous salue. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.